Salut les devins, c'est Seikyo. Après 2 mois d'absence de mes passages en revue des chapitres du manga Boruto to Blue Vortex, nous voici de retour. Boruto to Blue Vortex, chapitre numéro 29. Le 30e arrive le 20 janvier 2026. Les leaks et le résumé complet devrait arriver dans la semaine du 12 au 18 en théorie. Une belle période pour vérifier son abonnement, sa cloche des notifications, un petit pouce en l'air pour envoyer de la force. Merci vraiment pour cela. On va passer en revue ce 29e chapitre qui avait pour titre Extermination des nuisibles en français. Et pour phrase de fond, directement sur page de couverture avec Boruto qui est juste sublime, devient le démon céleste qui cavale sur le champ de bataille. À une poignée de secondes de rentrer dans le détail du chapitre, mettons brièvement la focale sur le trio dernier. Donc les deux que je n'ai pas passé en revue et celui du jour. Au global, c'est une période assez agréable pour Boruto. Visuellement, je trouve que c'est en progrès. Cependant, et vous me direz s'il en est de même pour vous, une sorte de ressenti général, le temps se fait particulièrement long sur Boruto to Blue Vortex. La découverte des chapitres à quelques points culminants, mais elle paraît assez souvent générique ou pour le dernier chapitre en date épris de nostalgie. Et l'attente pour les chapitres à venir, depuis un trimestre environ, a vraiment baissé. On a vraiment l'impression de marcher dans des pas tout tracés, que rien n'est bousculé. Et j'attends donc de l'avenir assez proche d'ailleurs, assez soudain de Boruto to Blue Vortex, de nous chambouler, de nous bouleverser avec quelque chose qui est peut-être amorcé par la fin de ce 29e chapitre. Ces pages d'ouverture n'étaient pas en reste. Discussion Momoshiki-Boruto et le pacte nous est révélé, avec quelques détails qui l'entourent extrêmement croustillants. Boruto cédera son corps à condition d'avoir réussi à vaincre Dura. C'est peut-être d'ailleurs là le nerf de la guerre. Qu'entend Boruto concernant vaincre Dura, battre Dura, tuer Dura? Est-ce que si Dura était scellé, eh bien le pacte n'aurait plus lieu d'être? Est-ce que si Dura était tué de la main d'un autre ninja, cela changerait également le résultat des comptes? Je ne suis pas sûr que Momoshiki apprécierait vu qu'il y aurait participé de près ou de loin. Peut-être est-ce dans les plans de Boruto. Néanmoins, ces plans-là, ils ont intérêt à être vraiment discrets car ce que j'attendais est confirmé. Ou du moins, Momoshiki y croit. Les pensées des deux personnages sont complètement perméables l'un pour l'autre. Et merci énormément à celui qui était passé sur mon TikTok. Un petit peu après que la plateforme ait permis de poster carrément des images, il m'avait envoyé les screens, les pages de précédents chapitres Boruto partie 1, dans laquelle il était déjà dit que les consciences de Momoshiki et Boruto étaient mêlées au point qu'ils savaient ce que l'autre pouvait même ruminer en secret. Mais j'ai tout de même l'impression que Boruto a quelque chose sous la manche que Momoshiki ne verrait pas. Comme si son radar n'était pas équipé pour détecter cela. Il va falloir la jouer très très fine. Et une partie de ce que pense Boruto filtre, vu que Momoshiki lui dit après tout « C'est Kawaki qui viendra me tuer, n'est-ce pas ? Mais si je suis libre, je n'en ferai qu'une bouchée. » Et on a Boruto qui est soupirant et passe à autre chose et veut en finir avec ce deal. Je pense qu'il est vrai. Ou du moins que Boruto laisse transparaître le fait que Kawaki sera l'opposant de Momoshiki. Peut-être même le sera-t-il en définitive. Mais je suis assez persuadé qu'il y a une subtilité dans l'affaire. Boruto aurait-il appris à brouiller ses pensées et la vérité qu'il transmet? Arrive-t-il à créer une sorte de noyau d'isolation de ses pensées, que cela soit à l'aide d'un membre du clan Yamanaka? On pense évidemment à Inojin, mais il est fraîchement rencontré. Est-ce que ça pourrait se faire avec l'aide de Kashin Koji, voire même de Sasuke? Après tout, les techniques de saut, les zones internes, comme celle à l'intérieur de laquelle Boruto et Momoshiki discutent, sont un petit peu légion dans l'œuvre et pourraient aider à créer une forme d'isolation d'une vérité cachée de la part de Boruto. Sasuke a été clairement élevé à la bonne époque avec Kakashi par rapport à ça. Sasuke lui-même est devenu adulte en devenant plus que prévoyant lui-même. Et Kashin Koji est carrément une singularité du destin qui bénéficie du Jippo. Et on pourrait se retrouver dans une situation où oui, Boruto pense que Kawaki, tel que Momoshiki l'a lu, sera l'adversaire de Momoshiki, mais ça se fera peut-être dans un combat au sommet, Konoha détruite, comme en premier chapitre. Sauf que Momoshiki aura toujours le contrôle sur le corps de Boruto. À mon sens, l'auteur cherche clairement à nous embrumer et ça pourrait naviguer dans ces eaux-là. Le Kama est acquis, tous les pouvoirs d'ailleurs, dit-il. Utilise le Kama et tout ce que tu veux. Débarrasse-nous plutôt de nos ennemis. Donc en théorie, tout ce que Momoshiki a au moins utilisé dans la version manga devrait faire partie de l'arsenal de Boruto. Le Kama en priorité, mais il y a pas mal d'autres choses que Momoshiki sait faire. On n'en voit pas tellement la couleur dans le chapitre, si ce n'est un œil qui va s'éveiller. Le combat est somme toute basique. On a Mamushi, ces espèces de clones, qui dans son body va nous montrer son fessier comme s'il était du Alipa en concert. Je ne sais pas pourquoi une emphase est mise à ce point là-dessus, mais bon, pour une fois que c'est pas un enfant dans Boruto, on ne va pas dire non. Il y a un effet visuel et inscrit à l'écran pour nous montrer quand Mamushi se dédouble ou crée d'autres
entités, c'est lorsqu'il y a cette forme d'amoncellement de Mamushi avec des blurps qui sont écrits littéralement, et c'est à ce moment-là qu'il arrive à faire des doubles de lui-même. Mais la stratégie, le niveau de combat de Boruto est juste suprême dans une situation telle, et on se rend bien compte que oui, il est surcheaté pour la situation, mais est-ce que ça fait vraiment le poids face à Dura qui se retenait pas mal en combat? Je ne pense pas, il en manque peut-être encore un petit peu, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'en l'état, sans power-up supplémentaire, un Momoshiki qui ressortirait aurait son propre corps et se battrait à pleine puissance face à Dura pourrait gagner. Je pense que la certitude de Momoshiki, qui n'est pas à prendre pour acquise à chaque fois, il est venu sur la planète Terre en étant certain d'allumer Naruto et sa famille. Au final, c'est lui qui s'est fait démonter, donc il n'arrive pas à tout prévoir. Cependant, je pense que dans un cas comme celui-ci, lorsqu'il se mesure artificiellement à Kawaki en l'état ou encore à Dura en l'état, qu'il paraît si confiant, eh bien je pense que c'est légitime, c'est justifié et qu'il l'a évalué au combat. Boruto est bien trop fort pour cette assemblée. Il découpe des têtes à foison, crève des yeux également et on voit à quel point il est précis, chirurgical. On lui a demandé de briser des yeux, c'est ce qu'il fait. Questionnement alors concernant Boruto, il a accès à une telle panoplie de techniques venant de Momoshiki, mais dans ce combat précis, il en restera principalement à du Kama, absorption de chakra tel que c'était le cas en chapitre 28 évidemment, et du Byakugan. On pourrait se dire qu'il n'a pas besoin de plus, mais analysons le combat. C'est un combat certes facile sur lequel Boruto roule, mais son réel ennemi ici c'est plutôt le temps et la géographie, les distances à parcourir. L'ennemi se démultiplie, il est partout à la fois, aussi facile soit-il à vaincre, Boruto ne peut pas être partout. Alors pourquoi ne lâche-t-il pas encore les chevaux? Craint-il que Momoshiki puisse, d'une manière ou d'une autre, reprendre une forme d'ascendant si trop de pouvoir était utilisé? C'est peut-être aussi pour faire monter la mise en scène en pression, car si confrontation il est avec Dura, si Boruto a déjà utilisé toutes les techniques de Momoshiki au préalable, ça perdra en saveur. Il y a peut-être aussi un savoir-faire de la part de l'auteur-dessinateur pour nous faire monter en pression sur les affrontements à venir, ça pourrait se comprendre. Le Byakugan va lui permettre de voir à travers les murs et on entre dans une phase vachement nostalgique. On utilise du shuriken, on se permet de le faire dévier, de le diriger, on le combine au Hiraishi no Jutsu, hérité de son grand-père Minato, le 4e Hokage, et on balance un Rasengan, mais digne des plus beaux de Jiraiya, c'est du Cho Odama Rasengan. Autre élément Otsutsuki que Boruto utilise, mais ça il n'a pas attendu Momoshiki pour le faire, c'est la lévitation, le vol, et on dirait qu'il s'en va tel une scène de Dragon Ball, au moment où les radars d'Inojin et Shikamaru s'affolent. Et on voit la grosse différence, mais ça c'est tout à fait normal, c'est légitime et fort heureusement. On a un Inojin qui devant son jutsu va s'affoler, tandis que le Hokage de remplacement est stoïque. Plus proche d'une sorte de clairière aux abords de Konoha, ce sont encore des Mamushi, il n'y aura pas de surprise sur l'ennemi pour le moment dans le combat. C'est plutôt la cavalerie qui lui fait face, qui apporte quelques rebondissements, et là c'est Kawaki. Il commence par transpercer des yeux, et son style de combat est beaucoup plus violent, beaucoup plus destructeur, infiniment moins précis. Les Mamushi vont se diviser, ils commencent à établir une stratégie de surdivision pour acculer en nombre l'ennemi, mais ils vont devoir déjà faire face à l'un d'entre eux et non des moindres, Kawaki. Il utilise de plusieurs de ses techniques, son Kama sous forme d'arbre, les déformations de son corps qui sont très proches de celles de Mamushi. Dans cette dualité de cases, c'est carrément mis en symétrie. Kawaki vise les têtes. Évidemment, il est là pour son objectif, mais on se rend compte dès qu'il utilise des bâtons noirs qu'il va pouvoir viser parfaitement, en envoyer deux en plein dans le mille, un dans chaque œil, mais va se faire des kiffs, un qui transperce la bouche, l'autre le cerveau. C'est totalement inutile. Il le sait très sûrement. Et l'auteur, le dessinateur, prend le soin de nous montrer que les styles sont vraiment différents, de manière complémentaire, parallèle, mais asymétrique. Faisant appel à un bâton plus long, il va décapiter les ennemis et va même utiliser des techniques d'explosion qu'il aura héritées de Ishiki Otsutsuki. Il a préféré s'en prendre au corps entier, et ce progressivement durant le combat. La mission est réalisée, personne ne va lui faire de grief, Shikamaru non plus, c'est peut-être de l'énergie gaspillée, mais ça correspond à son tempérament et à sa façon d'être. Kawaki n'a jamais vraiment fait dans la dentelle, on s'en rappellera, et Mamushi se rend compte que ça commence à chauffer pour lui, voulant exacerber d'autant plus sa stratégie. Se montrer devant le plus grand nombre de badauds, dont il avait appelé l'un d'entre eux mon frère au cours de sa première arrivée, attirer le maximum de regards sur eux, mais aussi en douce continuer de chercher Ada. Ce genre d'intrigue, ce genre de combat, ce genre de scène, un petit peu multifront. Mais aussi des intrigues qui ne sont pas des combats, comme cette confrontation dans le plus grand des calmes entre Mitsuki et Kobu, fonctionneraient d'autant plus en animé. Vous me connaissez depuis le temps, je suis quelqu'un qui préfère lire les mangas. Et bien même moi, je me dis qu'avec une bonne réalisation, une belle ambiance, un soin tout particulier apporté à ces scènes,
elle pourrait vraiment briller en animé, marquer une certaine période de nos visionnages et nous laisser avec de bons souvenirs dans la tête et même un petit goût de reviens-y. La voix de Naruto nous a promis qu'un tournage d'un nouvel anime Boruto était en cours et qu'il était également en pause, affaire à suivre. Ce dont je souhaitais vous parler concerne Boruto. Je ne me suis pas arrêté particulièrement sur le Byakugan. C'est écrit en noir sur blanc dans tous les langages, on voit son œil, c'est un Byakugan. Aucun débat sur le Jogan ici. Il n'est toujours pas dans le manga, au détail près de la page ou la case qui nous représentait de manière certes figurée, mais bon, tout de même dessinée, la fameuse divinité Otsutsuki. Et le tapissage de pupilles à l'arrière de celle-ci était vraiment typique du Jogan. Il reste un micro-espoir, mais c'est vrai qu'il est en train de fondre comme neige à côté de la lave. Je l'espère toujours, ce Jogan, l'œil un petit peu ultime, mais je pense qu'il aurait un énorme rôle scénaristique dans le manga. Je ne serais, cela dit, pas forcément déçu ni frustré de ne pas le voir apparaître. Ça serait quand même dommage de passer à côté d'une si belle opportunité. Peut-être que les scénaristes ne savaient pas comment s'en accommoder, ou peut-être que cela n'a jamais fait partie des plans de Kishimoto, Kodashi à l'époque et Ikemoto. Un point qui me paraît crucial d'aborder, plus pertinent à décrypter que Kobu, dont les dialogues sont extrêmement clairs au final et on comprend déjà la portée que ça aura dans les prochains chapitres, on va y revenir dans un instant, c'est Boruto et la notion de vortex. J'ai fait 2 petites recherches d'un aspect plutôt étymologique pour ce chapitre-là. Le premier concerne la notion de vortex. Avant même de me lancer dans cette entreprise, je me disais au regard de ce Boruto, qui est un petit peu seul contre tous, même s'il a des alliés, mais bon, ça reste assez maigrelet pour le moment, est en mouvement constant, a une position centrale, canalise, centralise, agglomère à peu près tout. Les pouvoirs, les héritages, ils sont multiples. Les symboliques, les relationnels. Il est presque comme une plateforme pivot au cœur du scénario, ce Boruto, plus que le protagoniste pur. Et je me suis dit que ça avait probablement un lien avec cette notion de vortex. Qu'il soit bleuté ou non ne m'intéresse pas trop pour aujourd'hui, mais plutôt la notion de vortex en lui-même. Il se définit comme une structure dynamique de rotation d'un fluide, gaz ou liquide, autour d'un axe central, réel ou imaginaire, caractérisé par une circulation organisée des particules autour de cet axe. Ne reconnaissez-vous pas en cet axe-là central Boruto, alias le vortex dans notre situation? De plus, c'est lui qui manipule les capacités gravitationnelles rotationnelles de la Terre à l'aide de son Rasengan Uzuiko pour l'appliquer à d'autres adversaires. Et le vortex, dans la vie réelle, peut toucher des zones, des entités et y exercer une certaine pression ou dégâts. Il peut y avoir de l'interaction entre le vortex réellement, réel ou imaginé, et sa potentielle cible, degré ou de force. En mécanique des fluides, un vortex est une région où le fluide possède une vorticité non nulle, c'est-à-dire une tendance locale à tourner sur lui-même. Et je trouve qu'au cœur du scénario, ce Boruto se tourne vers de nombreux interlocuteurs, qu'il soit de Konoha, Kashin Koji, Sasuke avant qu'il ne soit scellé, les Shinju, Momoshiki, Kawaki, indirectement Amado, Ada ou bien Eida, des électrons libres tels que Sumire. Un des premiers personnages à qui il a parlé après l'omnipotence, c'était Ada elle-même avec une promesse d'être en contact plus tard à nouveau, Himawari, et je pourrais étirer cette liste encore un petit peu plus. Un vortex par définition n'est donc pas juste un mouvement circulaire visible, mais une organisation précise du champ de vitesse. C'est lui, dans le récit Boruto, qui donne le rythme à tout ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait est immuable, ça ne veut pas dire que ce que font les autres ne sert à rien. Ça veut plutôt dire qu'il donne le tempo à tout, et on le voit à sa manière de se démarquer de Kashin Koji. Malgré le dippo, malgré l'influence qu'il peut avoir sur le temps, Boruto peut en dévier. Il peut, au détour d'une discussion imprévue avec Kawaki, changer l'ordre des choses. Et un personnage important comme Kashin Koji ne peut rien y faire. D'où le fait que cette autre singularité du destin Boruto prenne aussi symboliquement le rôle de vortex. Pour avoir quelques idées de ce que pourrait donner l'avenir, un vortex a des caractéristiques essentielles, la zone centrale sur laquelle on retrouve une pression souvent plus faible, et ça peut se lier avec ce caractère fort, ce fort intérieur qu'a pu se construire Boruto, mais paradoxalement la vitesse y est parfois maximale, et je trouve que ça a un rapport avec sa jugeote, sa manière d'analyser très rapidement les situations, de ne pas perdre une seule seconde dans l'application de ses tâches, qu'il les ait décidées ou qu'il n'en soit que la main opérationnelle. Le vortex a une structure stable ou instable. Je me dis que celle de Boruto est stable, mais j'ai appris que d'autres sont chaotiques. Et forcément, je pense à Kawaki, je peux penser à ce que pourrait donner Himawari. Si je vous demandais lequel s'est battu de manière assez posée et stable et lequel s'est battu de manière chaotique,
Vous me répondriez à 99%, le chaos c'est Kawaki et la stabilité c'est Boruto. Autre élément, lorsqu'un vortex se resserre, la vitesse de rotation augmente. Ça pourrait être symbolisé plus tard par la perte de certains alliés qui n'en seraient plus ou qui seraient défaits au combat, voire tués. Mais le fait de se resserrer, pour moi, ça ressemble beaucoup à ce pacte avec Momoshiki. Il va jusqu'à son fort intérieur dans une zone commune mais au cœur de Boruto et Momoshiki en quelque sorte pour y conclure un pacte avec le diable Otsutsuki et lorsqu'il se recentre sur lui, eh bien sa vitesse de rotation augmente, il devient plus puissant, il devient plus rapide. Alors après ça s'éparpille un petit peu, c'est un petit peu difficile d'établir un futur précis par rapport à ça. Il y a 4 types de vortex principaux. Il y a le vortex libre qui n'a pas d'apport d'énergie externe. Il y a le vortex forcé avec une force externe qui maintient la rotation. Le vortex laminaire qui a un flux ordonné et une rotation régulière. Et le vortex turbulent, flux chaotique, des interactions multiples entre micro-vortex. Donc en soi, Boruto semble correspondre au laminaire, Kawaki au turbulent. Et aurions-nous la surprise que les vortex libres ou encore les vortex forcés soient représentés dans le scénario? Le vortex forcé avec une énergie externe, ça peut être Imawari. Et la place de vortex libre reste à prendre. Un Shikamaru, un Koji, allez savoir. Mais bon, vous me direz, là, ça serait plus tout Blue Vortex. Il y en aurait 4. Les calculs sont pas bons, chef. C'est pour ça que je vous dis de prendre du recul aussi. Mais l'analyse me paraît, ma foi, assez sympathique. Au sens plus large, si l'on sort de la science, un vortex désigne un phénomène qui attire et entraîne, comme un vortex médiatique ou émotionnel. Ça peut aussi définir une dynamique auto-entretenue et difficile à stopper. La première de ces deux phrases correspond tout à fait à ce que l'on a dit de Boruto. Il est central, il attire, il entraîne, n'est pas décisionnaire de tout, ne fait pas tout, mais a des relations avec un panel très étoffé de personnages, avec de nombreuses entités dans le récit, en intéresse beaucoup d'autres, jusqu'aux seigneurs féodaux, Kobu et tout ça, sans même interagir avec eux. Chacun de ces mouvements est scruté, peut avoir un impact s'il entre en confrontation. S'il se présente en un lieu, Jura pourrait même rappliquer. Momoshiki sort de ça, déprime et s'intéresse à lui au plus haut point. Enfin, tout est attiré et à la fois entraîné par Boruto, sans que l'on ne remarque vraiment qu'il ait la place ultra centrale. Il n'est pas mis en lumière comme le héros de shonen classique. Et en soi, je trouvais intéressant de vous signifier à quel point on pouvait faire le rapport entre ce vortex quasi assuré pour nous dans le récit, c'est peut-être celui sur lequel on doute le moins, Boruto, et la définition qui l'entoure et sa place dans le chapitre 29, jusqu'aux techniques qu'il utilise, qu'elles soient de Momoshiki, qu'elles soient celles héritées, celles apprises par le Jippo, correspondent aussi à ces éléments de définition. On a potentiellement commencé à instaurer Kawaki en tant que deuxième vortex, mais cela reste à déterminer, on a encore de beaux prétendants à cette place-là. Pour Kobu et son interrogatoire, un peu comme pour le cas de la pensée de Boruto et Momoshiki qui sont reliés, ça vient complexifier le récit, mais ça l'embellit à la fois. C'est un challenge, un beau défi pour l'auteur, mais en même temps, c'est tellement satisfaisant pour nous. L'auteur prend des risques, il aurait pu dire que les souvenirs de Momoshiki et Boruto ne sont pas croisés, et chacun fait ses petits plans et sa partie d'échecs. Ça aurait été un petit peu nul. Eh bien, pareil avec Kobu. Celui-ci est extrêmement perspicace, on perd pas forcément beaucoup de temps avec lui, il a une double stratégie qu'il n'expose pas forcément à son opposant, il n'est pas en train de tout lui déclarer. Il y a aussi ce sort de triple jeu avec Sai, qui en tant que foudre de guerre de l'embout agit dans l'ombre, réfléchit aussi au cœur de celle-ci, comprend que quelque chose cloche. Si sa logique personnelle et de ninja qui l'habite fonctionnent à leur paroxysme, il devrait comprendre que Inojin n'y est pas pour rien. Il devrait pourquoi pas se rapprocher de son épouse et faire tous deux le lien avec leur progéniture. J'espère que Sai ne sera mauvais, résistant, distant que d'apparat. Et que dans les faits, il sera dans le bon camp. Ce que je redoute avec Sai, c'est qu'il soit contre son fils, qu'il devienne ce gars de la génération précédente qui vient casser les pieds à la jeune, alors que lui-même faisait les 400 coups lorsqu'il avait le même âge. J'espère qu'il épaulera plutôt la jeunesse dans sa nouvelle mission, à sa manière découvrira les manigances de l'omnipotence, comprendra qu'il y a un camp qui s'active via Shikamaru pour protéger ce monde. Et ça, au final, c'est un bonus. Le cas de Sai, ça peut être à double tranchant comme je l'ai cité, mais ce qui me réjouit beaucoup, c'est les échanges de bonne tenue, d'assez haut niveau entre Kobu et ses interlocuteurs. Même les petites stratégies de couverture ninja de Konohamaru ne trompent pas l'œil. Et le fait que le mensonge ne lui sied pas ne détrompera pas Kobu. La question que je me pose par rapport à ce Kobu, c'est qu'il arrive un petit peu la bouche en cœur comme une aide scénaristique faramineuse pour l'auteur, mais d'où sort-il ce type? Il vient d'où ce type?
Et ce Liviandou me mène à deux options. Soit il permet simplement à l'auteur de se simplifier la tâche, chose que je redoute beaucoup mais qui est très probable, peut-être même la plus probable des deux options, tandis que l'autre serait que ce personnage a dans le lore, dans l'histoire, un lien important qui le rend si perspicace, qui le rendrait, sans que l'on le sache aujourd'hui, directement lié à l'intrigue. Shikamaru Konohamaru s'organise pour libérer Mitsuki. Sai veille sur la situation mais il reçoit des ordres du Hokage. Celui-ci se fait convoquer par Kobu et là on pose de nouveau sur la table une situation brûlante. Shikamaru qui s'était extirpé des lieux, qui n'était plus en danger, qui ne remettait pas en cause le futur vu par Kashin Koji, va s'exposer de nouveau à la perte de ses fonctions. Et si tel venait à advenir, d'après ce qu'on a compris de Koji, tout serait foutu. De fil en aiguille, un futur vraiment pas très cool arrive. On pensait s'en être sorti et Shikamaru est convoqué à nouveau. Alors peut-être que les combats à Konoha vont brusquer tout ça, vont permettre à Mitsuki de sortir. Je pense que ça il mettra tout de même quelques bâtons dans les roues. Et peut-être que l'entreprise de Kobu sera mise en suspens. Mais bon, je trouve que ça tourne très très mal autour de Shikamaru. Il s'est sauvé d'une situation une fois et on va le ramener. Et on dirait que l'auteur veut le faire couler d'une manière ou d'une autre. Et je parle là de son rôle de Hokage. Ça serait une drôle de période d'ailleurs si Kobu devenait le nouveau Kage intermédiaire. On a déjà vécu ça avec Danzo, je pense que lui avec sa tête de dentifrice mélangée à François Bayrou, ça pourrait le faire. Et en matière de projection, on pourrait penser à un ascendant pris sur les Shinjus et Mamushi avec une stratégie finement rodée, mais une grosse déstabilisation stratégique avec la perte de Shikamaru en Kage et des temps sombres pour Konoha, avec une gestion calamiteuse sur les aspects qui intéressent les ninjas au bon fond. Konohamaru et Mitsuki s'entretiennent en télépathie, j'ai l'impression que Sai est vraiment de plus en plus au clair par rapport à ça. Et on retourne sur les Mamushi qui vont avoir droit à une dernière scène d'action pour le 29e chapitre, mais on n'en a pas fini avec eux. Himawari débarque, on le voit directement à son visage, ses cheveux, un autre plan nous le confirmera, elle fait équipe avec Kurama. Il est probable que ses pouvoirs ne soient pas super développés. Je pense pas qu'en 15 minutes d'entraînement, elle ait pu tout parfaire avec Kurama. Il est vrai que dans des situations où on doit jouer le tout pour le tout, on a tendance à sortir le meilleur de soi-même aussi, ne l'oublions pas. Et on a une Himawari qui s'en sort vraiment très bien. On sent que sa maîtrise s'est améliorée, mais je pense que le contexte et la situation lui permet de développer encore plus que ce qu'elle serait théoriquement sur le papier capable de faire. Ce qui est déjà très bien, une belle prouesse. En parlant de nouveautés, je vous avais promis avoir travaillé deux sujets sur le plan étymologique, et bien venons-en à Shikadai qui va utiliser une nouvelle technique des ombres du plus bel effet. Je n'avais pas remarqué en premier lieu, c'est vous qui me l'avez mentionné, que sa technique n'était pas apparue auparavant. Je croyais l'avoir vue en animé, mais non, vous aviez raison. Elle est nommée Nageami Kage Shibari, sans l'accent évidemment. En français, dans le chapitre « Filet de prise des ombres », mais je ne trouvais pas cela clair, alors je me suis renseigné sur les mots. On avait déjà quelques perches tendues via l'étymologie qui est assez propre au clan Nara. Alors pour avoir une traduction plus claire, on pourrait dire technique d'entrave de l'ombre ou technique de ligotage par l'ombre. Et au sens littéral, Kage, vous l'avez probablement, c'est ombre. Shibari, ligotage, entrave, voire immobilisation. Nageami évoque l'idée de fil, d'un lien, d'une connectique ou d'un réseau. Un peu comme un maillage via un filet. Mais c'est plutôt imagé dans le texte avec ce fameux Nageami que exprimé littéralement. Une image pour décrire la manière dont l'ombre se propage et immobilise la cible. Le terme de filet a été choisi en français, ce n'est que mon analyse, pour souligner le fait que Shikadai a une emprise directe sur ce qu'il a attrapé en son sein, lui permettant de les propulser ou de les renverser, les ramenant au sol. Et Dura ne s'était pas trompé, il y a une belle osmose dans le trio Ino-Shika-Cho qui est amputé cette fois-ci du Ino, mais qui a gagné une Ima. Mais là, c'est à Chocho de s'exprimer. Ça aurait été d'ailleurs assez intelligent qu'une ombre de Shikadai vienne s'immiscer dessous pour s'assurer de l'immobilisation de l'adversaire. Peut-être est-ce le cas et que ce n'est pas très perceptible en manga. Ça serait assez cool pour son jutsu. Surtout que les Mamushi semblent vraiment attirés, collés au sol, n'ont pas l'air de pouvoir vraiment se relever. La pose que prend Shikadai peut faire penser à celle du combat, mais en même temps, je trouve qu'il pose vraiment sa main sur le sol comme s'il maintenait aplati les Mamushi. Ça correspondrait totalement avec la définition que je vous en ai proposée. Si Shikadai est trop lente, Chocho est trop lente, c'est pas grave. Au final, on immobilise l'adversaire, on prend le temps qu'on veut pour l'aplatir avec par exemple Chocho. Gardons en tête que ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut éclater les yeux, et je ne crois pas qu'une telle technique le fasse. Inojin se réjouit, et Kashin Koji, lui, il est pas bien. Et on nous dit même dans la preview du prochain chapitre, alors que le nombre de Mamushi diminue,
grâce au combat acharné de chacun, Kashin Koji n'a pas l'air de s'en réjouir. Instinctivement, on se dirait que Koji ne se réjouit pas de la situation présente, mais je n'ai pas l'impression que ces Mamushi seraient si inquiétants. Pour le trio Chocho, Shikadai, Imawari allié de Kurama, sauf énorme surprise, sauf pouvoir insoupçonné que seul lui avait perçu via le Jippo, sauf pourquoi pas réunification des Mamushi et redevenu un ou que très peu il serait très intelligent. Mais j'ai du mal à croire que c'est cette situation-là, prise littéralement en main par Chocho et ses alliés, qui l'inquiète. Je me demande si ce n'est pas d'un autre aspect, si ce n'est pas celui de Shikamaru. Shikamaru ne doit pas perdre le statut de Kage. Ça ne m'étonnerait pas que Koji vienne d'avoir une sorte de mise à jour, lui indiquant que Shikamaru serait foutu sur cet aspect-là. On pourrait se diriger vers le plus épique avec une intervention externe du côté des Shinju. On pourrait aussi se dire que pour rester dans le contexte, tout Konoha ainsi que nous, lecteurs, ont été bernés par Mamushi et donc par l'auteur et dessinateur. Il nous avait dit vouloir se multiplier le plus possible, attirer l'œil de tous les badauds, et si nous étions les badauds, et si Mamushi avait attiré notre attention ainsi, et qu'en parallèle, il avait déjà réalisé son approche de Hada. Il était déjà tout proche de son repère et n'avait plus que pour seule barrière Daemon. Ça serait, à mon sens, une situation qui pourrait inquiéter Koji. Après tout, il n'a pas l'air non plus désemparé par ce qui ne se passe, comme si l'un de ces aspects-là n'était pas perdu, mais devenu très inquiétant. Vous me direz si votre perception des choses correspond ou non à la mienne. À ce stade-là de la vidéo, j'ose espérer qu'elle vous a plu. Pour la conforter dans l'algorithme de YouTube, apportez-lui votre soutien par la forme que vous désirez. Ça peut en être plusieurs combinés, dont notamment le pouce en l'air, le boost, l'abonnement, la cloche des notifications, le commentaire. Je les lis tous, je réponds au maximum qu'il m'est possible. Le partage sur les réseaux également. Merci du fond du cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.